très sollicité en ce moment. Et donc, de fait, merci pour votre présence et votre investissement par rapport à la thématique de ce sujet. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, hein, par une simple question. Donc, qu'est-ce que le Bet Haverim et comment a été constitué historiquement le Bet Haverim? Bonsoir à tout le monde. Alors le Bet Haverim, c'est une association, une des plus vieilles associations LGBT, figurez-vous, puisqu'on a été créé en 1977. Donc on a été créé d'ailleurs à une époque où c'était encore pénalisé légalement d'être gay, puisque la dépénalisation est intervenue en 81-82. Ça a été fondé d'ailleurs plus par une poignée d'Ashkénazes à l'époque, et c'était un groupe informel. Donc c'était plus une sorte de société secrète et, euh, d'ailleurs qui n'était pas très connectée à la religion. Donc il y avait ce caractère de personnes juives, mais c'était cette époque dans les années 70 où on s'affranchissait beaucoup de la religion, et donc c'était plus le côté LGBT qui l'emportait sur le côté juif. Et d'ailleurs, ce qui était amusant, c'est que les premières réunions se passaient euh, dans une église, l'église du Christ Rédempteur. Donc c'était une église protestante, et donc ils se réunissaient en dessous d'une croix, d'une énorme croix. Et à un moment, ils se sont dit quand même, bon, c'est un petit peu gênant quand même, on est des juifs, on se réunit tout le temps en dessous d'une croix. Et après, ils ont essayé, ils se sont affranchis. Mais c'était sympathique parce que d'ailleurs, ça a démarré avec un peu un parrainage œcuménique, si je puis dire. Et donc, c'est un joli symbole quand même. Et dans les donc quand le Bet Haverim a été, quand l'homosexualité a été dépénalisée, donc on a pu créer l'association, on a pu déposer des statuts et il fallait un président. Et là, c'est une époque compliquée parce que à cette époque, on voulait bien se réunir, se voir et tout ça, mais après, dès qu'il fallait donner les noms aux autorités, se faire connaître, afficher pas de blanche, c'était un peu plus compliqué. Donc c'était quand même plus feutré. Et donc, personne ne voulait être dans les statuts président officiellement et tout ça. Et finalement, c'est une jeune femme qui a dit ah, moi, je vais le faire. Et donc, notre premier président, ça a été une présidente qui a eu ce courage de faire ça. Et d'ailleurs, qui est assez connue, qui est une chercheure au CNRS, Martine Gross, et donc qui nous a donné naissance légalement, si je puis dire. Et donc voilà, ça c'est un peu les débuts du Bet Haverim. Euh, il y a eu plusieurs phases dans le développement du Bet Haverim. Il y a eu fin des années 80-90 qui ont été des années très sanglantes pour nous avec le sida. Et donc il y a beaucoup de gens qui sont morts du Bet à ce moment-là. Bien entendu, quand il y avait les enterrements, on ne parlait pas de sida. À cette époque, les familles voulaient qu'on parle de cancer ou de choses comme ça. On ne pouvait pas dire ça. C'était des maladies honteuses. On obtenait quand même des fois que des rabbins viennent voir des malades, notamment, enfin, c'était justement à ce titre-là, il a été ultra admirable. Le rabbin Bernheim a été voir pas mal d'homos juifs en fin de vie pour les soutenir et voilà, pour leur donner un peu de réconfort. Après, dans les années 2000, il y a eu un peu une renaissance, il y a eu un nouveau dynamisme qui a été donné au niveau du BET. Et progressivement, on a été plus vers la lumière, on a été beaucoup moins discret. Et de plus en plus aussi, on s'est rapproché de plus en plus des institutions juives, chose qu'on ne faisait pas. On était beaucoup plus proche avant des institutions LGBT. Mais on n'essayait pas, à vrai dire. On n'essayait pas trop, parce qu'on savait qu'il y aurait un fort rejet. Et après, au bout d'un moment, on s'est dit, oh, non, essayons quand même, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est de plus en plus implanté dans l'écosystème juif français. Très bien.
Et est-ce que par Je rapport suis à peut-être cette... long dans mes réponses, hein, tu me diras hein, si tu veux que je fasse des Ah, réponses plus courtes. pardon, non, non, c'est très très bien, c'est très très bien. D'accord. Ça met en exposition qu'est-ce que le Beth Ravérim déjà. Et puis ça permet d'enchaîner sur vos combats historiques, donc Ouais, vos combats en interne, c'est-à-dire au sein de la communauté juive, et également vos combats en externe, c'est-à-dire au sein de ouais. la société civile. Donc, quels ont été, est-ce que tu peux me citer quelques combats historiques que le Beth Ravérim a menés donc, Alors, dans les combats. de sa création? Alors, bon, moi, je ne suis pas au Maître Averine depuis sa création. Vous imaginez que je n'étais pas président en 77. Je connais l'historique, mais je vais peut-être parler des combats que je connais les mieux et sur lesquels j'ai été présent. Il y a eu bien entendu le mariage pour tous, qui a été un combat important, qui a été aussi un moment très très compliqué pour tous les LGBT de France, puisque on ne se serait jamais attendu à ce qu'il y ait une aussi grande montée de boucliers en France sur ce sujet, alors qu'on dit que la France est assez libérale, assez libertine et tout. Euh, Là, on a eu affaire à un mouvement conservateur d'une ampleur que, par exemple, même en Espagne, ils n'ont pas eu ça. Donc c'était assez étonnant, c'était assez virulent. Ça a coïncidé aussi avec une grosse montée de l'homophobie à ce moment-là. Euh, on a tenu bon. Au niveau de la communauté juive, ça a été aussi compliqué parce que ce même rabbin Bernheim que nous aimions beaucoup nous a lâchés d'une certaine manière, puisqu'il il avait fait un discours à charge par rapport que personne ne lui avait demandé, d'ailleurs c'était à son initiative sur le mariage pour tous. Et ce discours a beaucoup inspiré. D'ailleurs, il a été même repris par le pape en partie et tout. Donc là, on ne la ramenait pas trop, quoi. On était un peu, on était un peu excédé. Mais par contre, ce qui a été bien et très courageux du rabbin Bernheim, c'est que un an après, nous l'avons invité au Beth Raverim à venir s'expliquer. Et il est venu s'expliquer sur pourquoi il avait fait tout ça. Bon, on n'était pas d'accord, bien entendu, mais c'était très courageux à lui de venir échanger avec nous et ça s'est très bien passé. Voilà, donc ça a été un combat important. Bien entendu, la suite, hein, ça va être aussi la PMA pour toutes, qui est un combat qui, depuis 1 ou 2 ans, qui est en cours. Et d'ailleurs, on observe qu'au Beth Raverim, on a de plus en plus de parents. Avant, il n'y en avait pas. Maintenant, on pourrait créer une maternelle quasiment. Et c'est intéressant parce que il y a plein de questions qui se posent par rapport à cette parentalité, comment on intègre ces enfants aussi dans cet écosystème juif, si on veut les mettre dans des écoles juives, si on veut faire les bar mitzvahs, du coup, est-ce qu'on doit mentir, est-ce qu'on doit jouer franc jeu au kit d'être exclu? Enfin, il y a un peu, tout le monde fait sa propre sauce, mais c'est vrai qu'en filigrane, on voit toujours qu'il y a toujours cette peur du rejet quelque part et que c'est des choses qui ne sont pas encore complètement bien acceptées. Et que, il est vrai que dans la communauté juive, je dirais qu'il y a peut-être une génération de retard au niveau de l'acceptation. Ça se fait de manière beaucoup plus lente. Euh, mais par contre, bah justement, dans un des autres combats que nous avons menés, et là qui a été où là on a pris de l'avance par rapport en tout cas aux autres religions, c'est notre acceptation au sein du CRIF l'année dernière. Euh, ça a été euh, ça a été incroyable. Alors, moi, ça fait quelques années que je suis président, que je travaille, que je serre pas mal de mains, je fais un peu de lobby et tout ça. Sandra me croise partout. En général, on se voit beaucoup dans beaucoup d'endroits avec Sandra d'ailleurs. Euh, bon, bah, ça faisait plaisir de voir que finalement ça avait payé. D'ailleurs, on a été admis au CRIF à l'unanimité, moins 2 abstentions. Il n'y a eu aucun vote contre. C'est encore plus surprenant. Et donc, c'est un signe des temps. Après, le CRIF reste une institution politique. On ne parle pas du consistoire, où là c'est autre chose. D'accord, très bien. Donc, le contexte d'intégration au CRIF, donc, il a été anormalement, si je puis me permettre, positif quand on fait le bilan. Comment Qu'est-ce que tu veux dire, excuse-moi?
votre contexte d'intégration au CRIF, il a été anormalement bien perçu. Enfin, c'est anormalement entre Bah, guillemets, c'est ce que tu es en train oui, oui, de dire oui. en comprenant, quoi. Mais alors, pour la petite histoire, on a été refoulé 2 fois au CRIF, hein. C'était notre 3e candidature. Les 2 fois précédentes, on considérait qu'on n'était pas. Alors, c'est pas moi qui avais porté les 2 autres candidatures. Donc, je vais dire en mettant entre guillemets parce que je ne connais pas exactement, mais de ce que j'avais cru comprendre, le motif du refus était qu'on ne nous considérait pas vraiment comme une association juive, on nous considérait comme une association sexuelle, et donc on nous disait qu'on n'avait rien à faire au sein du CRIF. Et, euh, et quand j'ai rencontré Francis Khalifa, il m'a dit que il avait beaucoup réfléchi, qu'il avait évolué, qu'il comprenait complètement notre légitimité finalement à intervenir dans le CRIF. Et c'est vrai que euh, le fait qu'on appartienne à une minorité sexuelle, et dans le mot homosexuel, on a ce mot sexuel, des fois on nous réduit à notre sexualité alors qu'on n'est pas qu'une sexualité, quoi. Et c'est ça aussi un problème de notre acceptation, parce que comme du coup beaucoup nous définissent que par notre sexualité, euh, on nous voit un peu comme des méga épicuriens, comme des méga jouisseurs, et qui sont enfin, un peu l'image caricaturale du gay que tout le monde connaît, et qui est loin de la réalité. Enfin, on a tout hein, chez nous, mais comme tout le monde. D'accord. Donc, du coup, tu as pu percevoir quand même des progrès par rapport au regard que les institutions juives peuvent vous porter Oui, au oui, bien sûr. fil des années. Puisque quand même. Bah, on a eu pas mal de contacts aussi avec le FSJU, des choses qui ne se faisaient pas auparavant. On est quasiment passé dans toutes les radios juives. Non, c'est incroyable. J'ai même réussi. Oui, dans les combats, j'ai pas cité celui-là, qui est un combat qui a été incroyable aussi. Enfin, j'ai même réussi à faire une conférence avec le grand rabbin de France en exercice, avec Raïm Korsia, chose qui n'avait jamais été faite auparavant. Bon, malheureusement, pas beaucoup de choses en ont découlé, mais il y avait aussi là tout un symbole que le grand rabbin de France s'assoit à la même table que moi et que on discute devant tout un panel. Et ça, c'était aussi incroyable. Maintenant, j'espère qu'on n'attendra pas encore 10 ans pour pouvoir refaire ça. Du coup, la religion chez vous, comment ça se passe? C'est-à-dire, est-ce que Ben, vous pouvez aller dans les synagogues? Est-ce on a que tout le. Alors, nous, on est une association, on n'est pas une association cultuelle, hein. On est une association juive. Donc, comme beaucoup d'ailleurs, par exemple, je sais pas, Joue Salsa, c'est une association juive aussi, c'est pas une association cultuelle. C'est-à-dire qu'on s'adresse aux juifs principalement, mais on va faire des choses qui ne sont pas forcément axées autour de la religion, mais qui peuvent être, enfin, qui ont un lien avec. Donc, on fait aussi bien des apéros que des soirées dansantes, que des sédarim ou des repas de Shabbat, des ulpans, des trucs comme ça. Et donc, ce qu'on essaye de faire, bien entendu, c'est qu'on essaye d'instaurer un minimum commun pour permettre à tout le monde de se rejoindre aux bêtes. Donc, c'est-à-dire que, bien entendu, il y a des règles de cache-route minimales qui doivent être observées et tout, enfin, ce genre de choses, parce qu'on a tous les courants. On a des gens qui se considèrent comme complètement athées ou laïques, à des gens qui sont Shomer Shabbat, qui sont orthodoxes. On en a même plusieurs qui travaillent dans des institutions juives. Personne ne sait qu'ils sont homos et qui d'ailleurs ont cette peur au ventre qu'on les découvre, quoi. Et donc on s'adresse à tout public. Et ce qui est un peu compliqué, parce que c'est quand même compliqué de réunir toutes les sensibilités religieuses dans un même endroit. Je ne dis pas qu'on y arrive tout le temps, parce qu'il y a toujours il y a toujours des moments où les plus religieux vont dire que c'est pas assez religieux et tout ça, mais on essaye de créer cet espace de convivialité pour que tout le monde puisse s'y retrouver. D'accord. Mais on peut dire que, enfin, donc vous accueillez tout le monde, mais vous allez dans quel, comment dirais-je?
Quand vous êtes à visage découvert, si je puis me permettre. Mhm. On l'est toujours, hein. Oui, Enfin, nous, tu vois, moi, je vais à visage découvert dans la plupart des endroits, hein. d'accord, ok, ok. Mais c'est, Mais enfin, si tu veux, on n'est pas, je comprends ta question, on n'est pas affilié à une synagogue. Et on veut pas être l'association de Delphine Orviller, de Pauline Beb, ou ça serait beau, ça serait très simple hein, pour nous de l'être. Et on est toujours les bienvenus dans les synagogues libérales. Moi, à titre privé, j'habite à côté de la synagogue de Pauline Beb, donc je suis très souvent là-bas. Et c'est vrai que dans sa synagogue, il y a une ribambelle de personnes LGBT qui s'y retrouvent. Mais euh, l'objectif n'est pas de ghettoiser et de dire, voilà. Et d'ailleurs, moi, plusieurs fois, on m'a fait le reproche en interne de continuer le dialogue avec le consistoire. On m'a dit, ouais, de toute façon, c'est des gars qui sont rigides, jamais ils changeront, pourquoi tu perds ton temps et tout ça. Mais je ne pense pas que je perds mon temps, je pense qu'il y a besoin de faire évoluer les mentalités et qu'il y a beaucoup de familles dans le consistoire qui sont confrontées à l'homosexualité avec un proche, avec leurs enfants. Et il ne faut pas les laisser tomber, ces familles. Il faut aussi que quand ils iront voir le rabbin ou quand ils iront voir des institutions, que la première chose qu'ils n'entendent pas, c'est que leur enfant soit une abomination. Parce que ça fait mal pour après l'estime de soi et pour l'acceptation. Donc, voilà. Donc, pour moi, le discours, je discute avec tout le monde. Et je ne veux pas me couper les possibilités de discuter avec tout le monde. Même si des fois, il faut taper la table du poing. ok. Merci. Donc, du coup, j'embraye sur, en fait, comment est-ce que au sein de la communauté gay, de façon générale, la communauté LGBT, Mmh. vous êtes perçu, vous, en tant que juif? Voilà. Est-ce que vous avez, comment dirais-je, est-ce que vous percevez de l'hostilité ou bien vous êtes accepté en tant que juif au sein de la communauté gay? On est plutôt bien accepté. Je dirais qu'on nous considère un peu comme un ovni hein, dans la communauté LGBT aussi, d'une certaine manière, puisque on est quand même une association qui est assez atypique, puisqu'on est une association mixte, hommes et femmes. Beaucoup d'associations LGBT ne sont pas mixtes. On est une association aussi qui a tous les âges, donc de 18 ans à 80 ans, et vraiment, on a vraiment tous ces âges-là. On a une grand-mère qui nous a rejoint quelques années et qui est militante et qui a fait son coming out alors qu'elle était grand-mère et tout. Enfin, donc on brasse énormément de monde différents, donc ce qui nous donne une identité propre. Et après, on amène aussi ce judaïsme, cette joie, cette simcha, notamment pendant la Pride. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le char du Beth Avéry, ma marche de fierté. C'est assez impressionnant parce qu'on a un énorme char de je sais plus, 20-25 mètres de long avec une énorme étoile de David multicolore, avec des ballons, de la musique israélienne. Et on traverse tout Paris comme ça, quoi. Tout Paris comme ça. Et c'est pas anodin de le faire, quoi. Donc, ça se passe relativement bien. Il peut y avoir bien sûr des frictions sur Israël, sachant que une grosse partie même, des gays sont de gauche. Voilà, mais voilà, nous, on est là aussi pour faire entendre notre amour d'Israël et on ne s'interdit pas de le faire et on ne se censure absolument pas sur ce sujet, même si, quitte à fâcher les uns et les autres. Est-ce que vous avez des relations, on va dire, d'assos avec la communauté gay musulmane, enfin une relation privilégiée? Alors, il n'y a pas vraiment d'association juive, d'association gay musulmane. Il y a une association maghrébine, une association LGBT des Maghrébins qui vivent en France. C'est-à-dire qu'eux, ils ne veulent pas se définir vis-à-vis de la religion. Parce que c'est trop chaud pour eux.
Donc, ils se définissent plus par le fait qu'ils viennent du Maghreb, mais tout le monde les ramène à leur religion. Mais bien sûr, on a des relations avec eux. J'ai organisé d'ailleurs plusieurs conférences avec eux et avec les chrétiens LGBT. J'en ai fait une avec Florian, une autre avec Nissim Sultan, où on disait, le thème de la conférence était les religions sont-elles LGBT-phobes. Donc c'était assez intéressant de voir différentes associations et les différents représentants religieux qui se discutaient, qui discutaient entre eux. On a organisé aussi des shabbats écuméniques avec les musulmans, avec les chrétiens. On organise des soirées dansantes aussi, une fois par an. C'est-à-dire qu'on essaye aussi d'être un modèle, d'être un fer de lance dans ce discours, dans le discours interconfessionnel. On pense que c'est ultra important. Et donc, on essaye d'être présent sur ce terrain-là. Et ça se passe bien. Franchement, ça se passe bien. Il n'y a pas, il y a pas de soucis particuliers. Ok. Petite question au niveau des rencontres qui sont effectuées au sein de votre association. Est-ce que vous, en tant que juif, vous êtes, comment dirais-je, plus enclin à vous mettre en couple avec des juifs? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas de, il y a pas de, enfin, on est moins regardant là-dessus? Comment ça se passe? Bah, il y a tous les cas de figure. Il y a beaucoup de couples non mixtes chez nous et il y a aussi des couples mixtes. Donc, comme je disais, nous, on n'est pas une association cultuelle. On accepte tout le monde. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui vient, si son copain n'est pas feuge, il est le bienvenu. Il y a pas de souci là-dessus. Et pareil pour les filles, pareil pour les trans. Euh, on accepte tout le monde. Il y a il est vrai que ça aussi, ça dépend beaucoup de l'environnement familial, de cette transmission aussi qui s'est faite. Beaucoup d'entre nous essayent de reproduire un peu ce qu'ils ont connu à la maison, tout en l'adaptant à leur orientation sexuelle. Et donc, beaucoup, un certain nombre cherchent à se mettre avec un juif et à créer un foyer juif. Ça c'est clair. Et on a aussi pas mal de gens qui nous rejoignent parce qu'ils se convertissent. Ils veulent se convertir, ils ont un amour du judaïsme, ils savent qu'ils sont LGBT, donc c'est compliqué, mais ils entament ces démarches de conversion et ils viennent nous rejoindre là-dessus. Euh, et donc là, les conversions, ça dépend. La plupart du temps, elles sont libérales. Quelques-unes sont consistoriales et donc là, ça impose aussi beaucoup de discrétion quant à l'orientation, bien sûr, puisque il est clair qu'une personne voulant se convertir, si elle dit qu'elle est LGBT, sa conversion n'aura jamais lieu. Merci. Est-ce que j'avais vu sur Internet il n'y a pas longtemps que LGBT, finalement, c'est pas le véritable acronyme. Il y a encore des choses à Ouais, il y ralentir. en a plein. Il y en a plein. Il y en a LGBT, plein. A+, VW, enfin Non, il y a LGBT. Alors moi, je ne les connais pas tous, hein, honnêtement. Bon, je suis président d'une association LGBT, mais là, ça devient trop. Bon, alors déjà, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, L pour lesbien, G pour gay, B pour bi, T pour trans. Et là, on a tout. On a les bi, on a les trans, on a les lesbiennes, on a les gays, on a les gays. Ensuite, il y a I pour les intersexes. Les intersexes, ce sont des personnes qui sont nées avec des caractéristiques physiques à la fois masculines et féminines. Euh, on a aussi les queers. Les queers, le queer dans ce cas-là. Et les queers, c'est les personnes qui ne veulent pas être genrées. Donc, c'est des personnes que vous allez voir et vous ne saurez pas très bien si c'est un garçon, si c'est une fille, mais c'est volontaire et ils refusent d'être mis dans une case particulière. Donc voilà, on accueille pas mal de minorités qui sont sous-représentées ailleurs, enfin qui sont sous-représentées de toute façon. Donc il est vrai que l'acronyme s'est énormément agrandi. Je ne le maîtrise pas complètement, mais il y a peut-être 8, 9 ou 10 lettres maintenant. il y a A+, enfin, je sais pas, j'avais pas bien compris. Maintenant, il y a gender fluid, c'est-à-dire lundi, mardi, ils sont hommes et le reste de la semaine, ils sont femmes, je crois, quelque chose comme ça. C'est Enfin, possible. c'est ce que j'avais vu à San Francisco. D'accord. Mais bon, vaste sujet. Du coup,
par rapport à la communauté juive, Ouais. quels sont les différents cas de figure du coming out? Je m'explique. Est-ce que on retrouve dans l'association Betraverim, comme on peut retrouver dans le refuge, des gens qui sont complètement rejetés par leur famille? Comment ça se passe? Comment on fait ce recueil de gens qui sont… Alors, ça existe. D'ailleurs, je vous recommande, si ça vous intéresse, d'aller, par exemple, sur Google, vous pourrez voir, vous regardez Betraverim, vous marquez Tétu, qui est un journal LGBT très connu en France, qui a fait tout un article là-dessus, sur des coming out difficiles qui se sont passés chez les Juifs, suite au succès d'ailleurs de Unorthodox. Euh, et non, bien sûr, il y a des coming out qui se passent difficilement. On n'est pas d'ailleurs au courant de tout. Euh, alors nous, on n'a pas les structures pour recevoir les gens, donc le refuge le fait très bien. Moi, je suis en contact avec le président du refuge, donc il sait que s'il y a des personnes juives, il peut me mettre en contact avec, et nous, on va en même temps faire un accompagnement et tout ça. Des personnes qui viennent chez nous, beaucoup sont en rupture avec leur famille ou ne sont pas, par exemple, acceptées chez leur famille pour les fêtes, parce que si elles sont en couple, leur famille ne veut pas entendre parler de l'autre. Donc, soit elles doivent y aller seules, soit elles sont seules. Et donc, dans ce cas-là, nous, on organise, pour ça qu'on organise des sédarim, des choses comme ça, pour pas que les personnes se retrouvent seules au moment des fêtes. C'est un moment assez dur de se retrouver tout seul pendant les fêtes, même si là, tout le monde a pu un peu l'expérimenter pendant le confinement. Donc, oui, non, il y a des coming out difficiles. Moi, j'ai beaucoup de gens aussi qui m'appellent, qui me contactent en off de manière anonyme, donc avec des profils Facebook ou autres anonymisés, pour me demander des conseils. S'ils sont complètement dans le placard, ils vivent avec la peur au ventre d'être identifiés comme LGBT. Et ils ont peur de ce rejet de leur famille, ils ont peur d'être placardés, enfin ouais, ils ont peur de tout ce que ça pourrait impliquer. Et donc, je leur offre, avec d'autres, on leur offre une écoute sur ces sujets-là et éventuellement quelques conseils s'ils en veulent. D'accord, donc vous avez également un rôle, comment dirais-je, de faciliter ce passage, enfin le coming out, quoi. Alors, faciliter, enfin, il faut faire juste très attention parce que justement, avec ton image de San Francisco derrière, il y a une période où il y avait les militants purs et durs LGBT considéraient que il fallait outer les gens, que voilà, tout le monde devait être out. Et je trouve ça très très violent. Il y a des situations familiales, il y a des. Moi, je ne dis pas forcément à une personne, un petit jeune de 17 ans, 18 ans qui va me contacter, qui va me dire voilà, je me sens gay, comment je fais? Je ne vais pas lui dire va voir tes parents, dis-leur. Non, c'est trop compliqué, c'est trop délicat. Euh, je lui dis déjà d'essayer un peu de mieux s'accepter déjà par lui-même. Euh, S'il pense qu'il peut être rejeté par sa famille, je vais lui dire écoute, dans ce cas-là, est-ce que tu es pressé de le dire? Attends un peu, fais tes études, ou alors attends d'avoir un copain ou d'avoir une copine pour pouvoir le dire. Ça sera plus facile à affronter si vous êtes deux plutôt que seul. Mais je ne vais pas les presser de faire le coming out, parce qu'un coming out qui se passe mal, c'est un traumatisme à vie. C'est un traumatisme à vie. Donc, c'est quelque chose qui se prépare, faut bien le faire. Donc, je vais surtout les écouter, leur poser des questions, mais je ne vais pas les pousser dans une ou une autre direction. Non, il faut faire ça vraiment avec beaucoup de doigté. Et du coup, comment vous avez géré toutes ces situations un peu compliquées avec le Covid? Déjà au niveau activité, au niveau de vos activités, et également au niveau de tout le Bah, soutien que vous pouvez apporter à… on a dû faire comme tout le monde, hein. On a fait beaucoup de Zoom aussi. Mais je ne sais pas pour vous, mais le Zoom, un peu ras-le-bol hein, maintenant. Au bout de 3 mois de Zoom, là, ça devient chiant. On a organisé d'ailleurs notre CDR sur Zoom. Il y avait pas mal de monde. Il y a même des hétéros qui nous ont demandé à pouvoir rejoindre notre CDR sur Zoom. On leur a dit bien sûr, vous êtes les bienvenus. Donc voilà, on a fait un peu comme ça. On a maintenu le lien comme ça. Mais
voilà, on espère pouvoir tous se retrouver. Là, je pense qu'on va faire un énorme pique-nique fin juin pour pouvoir se retrouver enfin en réel. Normalement, on est censé avoir la marche des fiertés cette année, mais fin juin, mais donc comme toutes les grandes manifestations qui attirent du monde, c'est annulé. Mais on est en train de préparer un petit truc à la place de la marche des fiertés. J'espère que ça va prendre, on va voir, quoi. Est-ce que tu peux me parler justement de cette organisation, la Marche des Fiertés sur Zoom? J'ai cru entendre quelques mots là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Sur Zoom, Ouais, enfin, Sandra m'avait parlé d'une organisation, elle m'avait teasé un peu le projet, non? Peut-être que j'ai mal compris. alors pour moi, officiellement, donc il y a l'inter-LGBT dont le Betraverim fait partie. C'est un peu comme le CRIF pour les gays, si tu veux, l'inter-LGBT. Euh, donc nous, on a la croisée des deux, hein. Euh, qui a annulé, hein, la marche des fiertés. Donc pour moi, il n'y a pas de marche des fiertés cette année. Il n'y a pas un événement Moi, de c'est les dernières visibilité? infos que j'ai. Donc après, il faudrait voir, peut-être que j'ai loupé un truc, mais pour moi, il y a pas de marge de fierté. D'accord, donc il n'y a aucun événement digital. Alors, digital, j'ai rien vu passer là-dessus. Ok, ok, Mais ok. tu vois, faire une marge des fiertés en digital sur Zoom, je sais même pas comment ça pourrait prendre, tu vois, c'est un peu compliqué. Enfin, des milliers de personnes sur Zoom en même temps, enfin, c'est pas gérable, quoi, tu vois. Digital? Non, je plaisante. Bah, je sais pas, mais Nous, bon. ce qu'on essaye de faire, alors, on est à l'origine d'une organisation. Je vais vous expliquer ce qu'on essaye de faire là. Donc, euh, on va faire justement un clip vidéo pour la marche des fiertés et un clip avec une chaîne de bisous, tu sais, un peu comme les trucs qui se font sur TikTok et tout ça, beaucoup en ce moment. On passe d'un écran à l'autre avec des bisous à chaque fois. Donc, c'est le projet sur lequel on travaille pour montrer les amours LGBT. Donc, on a demandé à nos membres d'enregistrer des vidéos comme ça. J'espère que j'en aurai assez pour pouvoir faire ce clip. Mais voilà, ça, c'est un peu ça pour en même temps donner de la visibilité et donner de la visibilité à nos amours. Donc, pour rester militant en cette période-là. Ok. On va passer aux questions un peu décalées, parce il reste un peu de temps, et puis certains ont D'accord. pas mal de questions. Est-ce qu'il existe un lobby gay juif? Voilà. Alors, moi, ce qui est très marrant dans cette question, c'est que moi qui suis dans les deux mondes à chaque fois, et je suis très à l'aise d'être dans les deux mondes, j'ai pas de problème avec ça, mais j'observe des fois avec le regard d'un étranger, comme l'étranger de Camus, là, euh, comment fonctionnent les deux mondes l'un par rapport à l'autre. Très souvent, je vais voir que des juifs vont accuser le lobby gay de faire telle chose ou telle chose, sans se remettre en question, sans se dire, mince, ce que je suis en train de dire, quelqu'un d'autre pourrait dire la même chose en mettant à la place du mot gay, mettre le lobby juif. Et pareil, chez les gays, certains vont dire, ouais, de toute façon, les juifs et tout ça, sans se dire que pourtant, quelqu'un pourrait dire la même chose en remplaçant le mot juif par gay. Et ça, c'est incroyable, des fois, cette non-mise en perspective qui existe. Euh, donc, je vous dirais, moi, ma réponse, ça serait vous dire à vous, puisque vous êtes dans Neige et tout ça, je veux dire, est-ce que le lobby juif existe? Bonne question. Nous n'avons pas la réponse. Ok. Question, question religieuse maintenant. Est-ce qu'il est possible pour vous de vous marier religieusement? Voilà. Est-ce que vous êtes penché sur les questions de la halakha? Ouais, bien sûr. Halakha. Et moi, j'ai participé à des mariages religieux. Peut-être que tout à l'heure, je pourrais mettre un fond si je retrouve la photo. Euh, alors, euh, alors, plusieurs choses. En France, bon, c'est assez compliqué, mais il y a quelques synagogues qui font des mariages religieux. Donc, on appelle ça la Brit Ahava, la bénédiction de l'amour. Et donc, ça se fait sous une roupa et tout ça. Et j'ai assisté. Bien entendu, c'est pas fait dans les synagogues consistoriales, hein, on est d'accord. Mais j'ai assisté déjà à plusieurs mariages comme ça. Après, il y a des mariages aussi qui se font à l'étranger.
Donc, certains de nos membres peuvent aussi aller à l'étranger pour le faire. Et vous savez que d'ailleurs, il existe des synagogues LGBT qui existent dans le monde. Ça n'existe pas en France pour l'instant. Alors moi, je suis un peu partagé sur le sujet. J'adore les synagogues LGBT, mais je me dis, enfin, j'adore ça parce qu'à chaque fois que par exemple, à chaque fois que je vais à New York, je vais dans les synagogues LGBT et j'adore l'ambiance qu'il peut y avoir. Mais en même temps, je me dis, si en France on faisait la même chose, est-ce que ça serait pas un peu nous ghettoiser, nous sortir complètement de la communauté juive et ne pas se mélanger avec les hétéros et tout. Je trouve que c'est bien aussi d'avoir un peu ce brassage et tout. Et si on reste qu'entre nous, ça serait un peu dommage, quoi. Euh, donc voilà. Donc oui, oui, des mariages gays existent en France, et des mariages lesbiennes aussi, ça se fait. Très bien. J'ai vu que vous aviez une comédie musicale il y a quelques années qui s'appelait Yala, je crois. Ouais. J'ai vu quelques extraits, donc c'était vraiment top, hein. Est-ce que vous avez d'autres événements du type? Est-ce que Alors, événement culturel? Yala a eu un succès incroyable. On a fait 7 ou 8 représentations à guichet fermé. Le bouche à oreille a été génial. Et donc, on a décidé de refaire Yala. Et là, dimanche, je vais à une lecture de Yala avec les comédiens, le metteur en scène et tout ça, voilà, pour réamorcer le truc. Le casting va un peu changer parce qu'il y a des personnes qui sont parties et tout entre-temps. Donc, il faut refaire des répétitions et tout. Mais vous devriez réentendre parler de Yala en 2021, normalement, si Dieu veut. Ah, super. Il serait possible Donc, d'avoir j'en parlerai à ce moment-là. des petits extraits de vos performances sur YouTube. Je ne Comment? sais pas si on peut trouver ça sur YouTube ou. Ouais, on a sur la chaîne YouTube du Betraverim, il y a une des chansons de Yala. Euh, on a un teaser qui existe, qu'il faudrait que je le mette d'ailleurs aussi sur YouTube. Après, ça rend pas le clip qu'on a mis sur YouTube ne rend pas l'ambiance qu'il y a pendant sur la scène et tout ça. Parce que là, c'était un truc en studio et tout ça qui avait été fait. L'ambiance sur la scène est incroyable, hein, pendant Yala. C'est une pièce qui a un ascenseur émotionnel. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous fais le pitch. C'est l'histoire d'un jeune homme qui doit aller au mariage de sa cousine, Rivka. Et c'est un jeune homme juif qui s'appelle Danny. Et il est terrorisé parce que il va avoir sa mère, toute sa famille, et il n'a pas envie que sa famille lui pose des questions sur sa vie parce qu'il est gay. Et surtout que s'il doit y aller, il se dit bah, si je dois y aller, pourquoi j'amènerai pas mon copain? Et son copain en plus s'appelle Karim. Donc d'où le nom Yala. Donc en même temps, ça parle de relations mixtes et en même temps de coming out. Et l'idée, c'était de faire un Mamma Mia à la sauce gay, bon, avec moins de moyens, hein, bien sûr. Mais donc, on a pris beaucoup de chansons du répertoire juif qu'on a liées dans cette histoire. Et donc, il y a des chansons d'Enrico Macias, de Bruel, de Ofraza, de Dana International, plein de chansons juives comme ça qu'on connaît tous et qui sont présentes dans cette comédie musicale. Donc, ça fait, il y a 13-14 chansons. Et, euh, et alors, les gens rient beaucoup, les gens pleurent aussi pendant Yala, parce qu'il y a des moments aussi dramatiques, mais c'est, euh, c'est une sorte de feel good pièce. Ouais. C'est vraiment. Donc, on vous en reparlera de toute façon quand ce sera prêt. Bon, magnifique. Ok. Maintenant, dernière question pour ma part. Après, on Ouais. passe aux questions des Snéjards. Est-ce que on peut être homophobe et antisémite tout en étant président du Betravirim? Bah, des juifs antisémites, je les connais, hein, moi, j'en connais, hein, en tout cas. Quand on est dans des camps de vacances ou quand on est dans des trucs où il y a énormément de juifs et quand on voit certains qui sont en train de hurler, de se jeter comme des fous sur la nourriture et tout ça, on se dit, ah là là, mon Dieu, c'est pas possible, ces juifs, je les supporte pas, quoi. Donc, Ça, c'est Osei. y a des... Comment? Ça, c'est Osei, oui, jette sur la nourriture, hein. Par exemple, mais pas qu'aux EI, hein, pas qu'aux EI.
Et donc, je pense que c'est possible quand on est juif d'être antisémite, en tout cas à un moment de se dire ah non, non, je veux plus voir de juifs, j'en ai marre, quoi. Et quand on est LGBT, bah, je pense que c'est pareil. Il y a des moments où on adore aller au marais, et il y a d'autres moments où le marais, c'est du vu, du revu. On se dit ah non, j'ai pas envie de voir toutes ces folles, entre guillemets. Et je préfère rester chez moi. Donc, ça dépend. On a tous nos phases, quoi. Nos phases, je dirais. On peut, ouais, ok. Tantôt on n'aime pas l'un, tantôt on n'aime pas l'autre, j'ai compris, pas de souci. Mais après, il y a des moments où j'aime l'un et l'autre, hein. Ouais, ouais, ça c'est clair. Du coup, il y avait quelques questions, des questions très pertinentes. Donc, est-ce que Hortal veut bien prendre la parole? Bonjour. Déjà, merci, merci Ariel, Sandra et Alain. C'est très intéressant et j'avais hâte de pouvoir vous écouter. J'ai plein de questions, plein de petites questions tout azimut qui n'ont pas de lien les unes avec les autres. Donc, je les retrouve sur la conversation. Alors, la première, est-ce que en tant qu'association, vous avez des relations avec le courant Chabad en France ou pas du tout, ou un petit peu, ou c'est très compliqué Bah, non, mais on n'a jamais eu de choses à faire encore avec eux pour l'instant. Alors, il y a quelques années, ils sont venus parler à des conférences avec le BET. Il y avait Nissenbaum qui était venu parler. Mais là, ces derniers temps, on a rien fait avec eux. Après, je dis pas que je pense pas qu'ils nous boudent ou qu'on les boude. C'est juste qu'il n'y a pas eu d'opportunité particulière sur le sujet, mais ça serait intéressant de faire quelque chose avec eux à l'occasion. Ok. La deuxième question, c'est est-ce que le judaïsme américain, qui est nettement plus avancé sur les questions du judaïsme gay de l'autre côté de l'Atlantique, est-ce qu'il vous donne à Beth Haverim en France des outils ou des moyens justement pour communiquer, faire du lobby en France? Alors, nous, on est membre d'une confédération de toutes les associations juives LGBT du monde entier. Ok. Donc, aux États-Unis, il y en a beaucoup, hein. Donc, on a l'habitude de se réunir tous les ans pour faire un peu, pour échanger, pour des trucs comme ça et tout. Donc, on échange sur tous ces sujets. On apprend d'eux, ils apprennent de nous. Donc, il y a un peu de tout ça qui se fait, si tu veux. Après, des outils particuliers que eux nous ont fournis, on a échangé sur des moyens de communication, des choses comme ça. Mais après, c'est propre à chaque contexte particulier. Mais c'est vrai que eux, je dirais que c'est vrai que, par exemple, aux États-Unis, c'est un judaïsme qui est moins orthodoxe. Donc, c'est vrai que c'est une acceptation qui est en partie plus simple, hein. Ouais. Ok. Ensuite, bon, celle-là, je vais peut-être la laisser pour la fin. Alors, une question vraiment out of the blue, parce que c'est Axel qui a posé la question juste au-dessus qui m'a fait penser à ça. Est-ce que il y a eu des parents qui ont été confrontés à des refus de la part de Moalim, pour faire des Brit Milot sur leurs enfants? Alors, moi, de ce que j'ai vu, ils se sont tous débrouillés. Généralement, ils se sont débrouillés la plupart du temps pas en disant la vérité, mais ils ont pu avoir rien qui m'est remonté là-dessus. Moi, j'ai juste eu des problèmes sur des mariages LGBT où il y a des traiteurs qui au départ ne voulaient pas les faire. Et donc c'est un peu particulier. Alors, ils avaient peur des représailles après du consistoire ou autre chose comme ça, mais c'est assez incroyable. C'est-à-dire que donc on est LGBT et donc on est juif et on n'a pas le droit de manger cachère à nos mariages. Un peu surtout parce que les traiteurs cachers, ils travaillent aussi, par exemple, pour des réceptions à l'Élysée ou pour des non-juifs, quoi. Donc, pour des juifs refusés, c'est un peu gros. Comme c'est politique et que c'est très touchy, ils ont peur après de se tirer une balle dans le pied, quoi. Donc, il y a ça. Et il faut dire qu'après, le consistoire actuellement ne fait pas grand-chose pour les rassurer. Donc, il entretient un peu cette peur, quoi. Ok.
Ensuite, j'avais une question, mais vous avez répondu. C'était justement sur l'accompagnement du coming out des juifs issus des milieux orthodoxes. Donc ça, on en a parlé un petit peu. Et donc, ma dernière question un petit peu large, c'est quelles attentes le Beth Haverim a vis-à-vis du consistoire de la communauté juive de France au global pour les prochaines années? C'est quoi votre roadmap à terme? Donc, Sandra est au courant. On a participé aux assises du consistoire en novembre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces assises du consistoire? En tout cas, ça s'appelle les assises du consistoire. Moi, pour la première fois, j'ai été invité en tant que président du Beth Haverim et en tant que homosexuel juif, donc avec tous ces rabbins, tous ces barbus, et quelques femmes quand même. Et donc, j'ai fait des propositions, j'ai fait des constats, j'ai fait des propositions. Ce que j'ai remarqué juste sur la forme, c'est que ils n'aimaient pas trop me mettre en avant quand même. Donc, plusieurs fois, ils ne me nommaient pas et tout ça. Donc, c'était assez particulier. Donc, c'était quand même des fois un peu, ils m'invitent, mais ils n'assumaient pas complètement. Et j'ai fait des propositions, notamment des propositions justement de lutte contre les LGBT-phobies dans les synagogues. Et je pense que ça, c'est des propositions raisonnables, puisque je ne demande pas déjà aux rabbins de faire nos mariages du consistoire, mais au moins de condamner toutes les haines. Et il y en a beaucoup de haines, malheureusement, chez les juifs, qui s'expriment notamment à travers les réseaux sociaux. Et ça, ils ne le disent pas assez. Ils ne disent pas assez. Donc ça, j'en ai parlé. J'ai parlé aussi de la formation des rabbins, parce que les rabbins, il faut les former à ces sujets de société, notamment quand il y a des jeunes qui vont venir et les voir, qu'est-ce qu'ils leur disent, comment le dire, comment l'accepter. Et après, bien entendu, comment on fait pour accepter les enfants de couples homo et tout ça. Il y a plein de questions qui se posent. Donc voilà, il y a eu pas mal de propositions. Maintenant, je ne sais pas si Sandra, tu as des échos, mais moi, rien n'en est ressorti. Donc, j'ai fait les propositions. On nous a dit, on vous répondra, il y aura un truc pour le suivi et tout ça. Bon, il y a eu le Covid entre-temps, mais bon, on est quand même en juin. Donc, il y a 8 mois qui sont passés et rien pour l'instant là-dessus. Donc, on va continuer, mais voilà, ça, c'est le sujet pour les années à venir. Pour remettre dans le contexte de ça, c'était donc les assises, je crois que le nom officiel, c'était les assises du judaïsme. C'était organisé par le consistoire de Bordeaux avec beaucoup de représentants du conseil d'administration du consistoire de Paris ou consistoire central plutôt, genre national. Et est-ce que j'ai des échos? Je crois qu'il prépare un espèce de livre blanc ou en tout cas quelque chose, genre un écrit avec les retours de chaque commission pour le diffuser. Alors, est-ce que ce sera interne au consistoire ou est-ce que ce sera de diffusion large? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont. Et s'il y a eu, je ne sais pas si tu y étais, ils ont participé aussi à Limoud. Il y a eu plusieurs sessions retour de ces assises. Mais tu vois, ils ont parlé du sujet de l'altérité, de l'acceptation des autres sans m'inviter, tu vois. Donc, c'était un peu bizarre aussi, toujours. Donc, bon, je trouve ça un peu moyen. Ok, très bien. Moi, j'avais une dernière question. Ouais. Quelle est votre interprétation de ce que dit la Torah, c'est-à-dire le fameux passage du Lévitique? Oh là là. Bon, ça, c'est pas une question simple, hein, et ça pourrait être des heures de discussion et tout sur le sujet. Je vais essayer de faire une version courte, mais... C'est la question qui tue. Hein. Ouais, c'est la question qui tue. Là, tu l'as laissé pour la fin. Hein. Alors, déjà, un truc qui est fondamental et sur lequel aucun rabbin ne pourra me contredire, c'est qu'il n'est écrit nulle part dans la Torah l'homosexualité est interdite. Nulle part. Il y a des interdits, mais on ne dit pas tu ne seras pas homosexuel ou l'homosexualité est interdite. Le concept même d'homosexualité n'existe pas dans la Torah. On dit effectivement dans le Lévitique, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Après, voilà, on nous laisse avec cette phrase et vivez avec ça. Mais déjà, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Il y a tellement d'interprétations possibles de cette phrase. Si on la réduit
c'est très métaphorique, hein, donc il y a plein d'interprétations possibles. Mais si, admettons que ça parle d'un acte sexuel et que ça parle de la pénétration, admettons, mais c'est pas encore, ça ne le dit pas de manière textuelle. Donc, ça voudrait dire que la pénétration, et encore, on ne couche pas avec un homme quand on couche avec une femme, ça voudrait dire que peut-être la pénétration avec une certaine position ne serait pas autorisée. Et donc, ça voudrait dire que peut-être tout le reste serait autorisé dans ce cas-là. Enfin, tu vois, c'est assez complexe. Et les rabbins, ce qui est marrant, c'est qu'ils n'analysent pas énormément cet interdit. Et donc, ils disent d'un bloc, non, mais tout est interdit, alors qu'au contraire, que si on analysait ça avec une intégrité, une honnêteté intellectuelle, on verrait peut-être que l'interdit, comme il n'est pas clair, il y a peut-être des manières de le circonscrire ou pas. Il y a un rabbin orthodoxe aux États-Unis qui a fait une interprétation qui était très intéressante, le rabbin Greenberg, et qui explique quelque chose et qui dit que, en général, le sexisme, quand il y a du sexisme, c'est l'antichambre de l'homophobie, que les deux vont de pair. Et d'ailleurs, on pourrait dire aussi que après, dans le monde, que aussi, généralement, vous remarquerez que l'antisémitisme et l'homophobie vont aussi de pair. Il y a des choses à méditer là-dessus. Donc, le sexisme et l'homophobie vont de pair. Pourquoi ? Parce que dans des temps ancestraux, et même pour certains actuellement, on considère que l'homme est là et que la femme est là. Et donc, l'homme est ultra glorifié sur son piédestal, la femme est ras des pâquerettes. Or, chez les homos, on a cette histoire donc de pénétration, la personne active, la personne passive. Donc, la personne qui se fait pénétrer serait rabaissée au même niveau de la femme. Et du fait qu'elle soit rabaissée au même niveau de la femme, c'est quelque chose d'insupportable qu'un homme qui soit si haut puisse être abaissé si bas. Donc, ce qui explique une partie de cette homophobie, ça serait du sexisme. Et pourquoi je reviens à l'interdit de la Torah après là-dessus, c'est que ce qui peut être interprété là-dessus, c'est que comme les homos n'existent pas, le concept d'homo n'existe pas dans la Torah, il y avait à l'époque beaucoup de guerres, beaucoup de pillages, c'était des temps très durs. Et cet interdit pouvait s'appliquer simplement pour dire que dans ces temps de bataille, de guerre, que pour soumettre un prisonnier, quelqu'un du camp adverse ou un truc comme ça, il ne fallait pas justement le violer, qu'il ne fallait pas le pénétrer, que ça pouvait être utilisé comme un instrument de domination et d'avilissement, et que c'était quelque chose qui était formellement interdit. Et ça, c'est l'interprétation du rabbin Greenberg. Donc en gros, on ne parlerait pas du tout d'amour dans ce concept du Lévitique, mais plus d'un rapport belliqueux entre deux hommes et le moyen de soumettre l'un avec une manière physique très très brutale. Donc ça serait une interprétation possible. Donc ce qui voudrait dire qu'à partir du moment qu'il y a de l'amour, tout serait permis. En gros, ce serait ça la conséquence. Ahava, c'est ça? Exactement, Ahava. Comment tu dis alliance Ahava? Comment tu dis? Brit Ahava. Brita, ouais. J'ai jamais entendu. C'est original. Dernière question, la der. Est-ce que des rabbins ont fait leur coming out? Voilà. Bien sûr, il y a des rabbins français gays, mais alors c'est des rabbins libéraux qui affirment leur orientation. Il y en a un, René Fersel, qui exerce en Angleterre. Tu as un rabbin espagnol qui exerce à Toulouse, c'est celui de Cordoue. Il habite à Cordoue. Je crois, Raïm. Il est très sympa. Ouais. Il est intervenu au SNEJ. Il est intervenu au SNEJ? D'accord. Pendant le confinement, grâce à Zoom. Ah, bah génial. Bah, moi, je lui ai dit qu'il fallait qu'il intervienne aux bêtes, de toute façon.
Et on a aussi Lior, qui était un ancien rabbin qui a officié en France, qui maintenant officie en Allemagne. Donc, il y en a quelques-uns. Et par exemple, là, dans les élèves, il y a beaucoup d'élèves qui sont en train de se former actuellement entre Paris et Londres. Il y a une copine à moi qui est lesbienne. J'en ai deux, même deux qui sont lesbiennes et qui sont en train de suivre la formation pour devenir rabbin. Donc oui, il y en a. Donc, mais est-ce qu'on a des rabbins orthodoxes qui ont des familles, tu vois, avec tout ce Alors, le truc, c'est qu'ils ne le diront pas. Ils ne le diront pas. Et moi, si je le sais, je ne le dirai pas non plus. Oui, non, bien sûr. Bien Tu sûr. vois. Donc, quel que soit son courant religieux, ça ne préserve pas d'une orientation. Il y en a, tu sais, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on disait ça n'existe pas chez nous. C'est complètement stupide cette phrase. On a tout chez nous. On a tout chez nous comme tous les autres. Et donc, en tout cas, bien sûr que chez les rabbins orthodoxes, il y a aussi des personnes qui sont gays. Ça laisse à méditer. Ouais. Bon, eh bien, moi, j'en ai fini avec mes questions. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, peut-être? J'ai une petite question qui me vient suite à ce que tu dis, Alain. Est-ce que c'est pas trop lourd au quotidien de devoir porter autant de secrets et de confidentialité sur la vie très, très privée des personnes que tu aides et que tu épaules? Est-ce que c'est pas quoi? Excuse-moi, est-ce que c'est pas… Ah pardon, excuse-moi. Est-ce que c'est pas difficile au quotidien de devoir conserver ces secrets, cette confidentialité autour de toutes ces personnes pour qui c'est très complexe de faire un coming out? Bah, tu sais, dans mon histoire personnelle, moi, je comprends ces secrets puisque j'ai vécu avant, j'ai une ancienne vie, j'étais marié, j'avais une vie de famille classique et tout. Donc, je comprends cet enfermement, je comprends les raisons de cet enfermement, je comprends la difficulté d'exprimer, je comprends que cette peur de la vérité. Et donc, du fait que j'ai cette compréhension, ça me paraît pas si dur à faire, si tu veux. Juste, je cloisonne les choses et voilà, les gens qui s'adressent à moi savent que ça restera entre eux et moi, quoi. Mais parce que je pense aussi qu'à l'époque, j'aurais aimé, moi, pouvoir parler à quelqu'un et que j'avais personne à qui parler. Donc, ça fait partie de ma mission. Ça fait clairement partie de la mission que j'ai. Même c'est l'une des plus importantes pour moi d'accompagner les personnes, qu'elles soient heureuses et qu'elles s'acceptent et qu'elles s'aiment elles déjà, qu'elles ne se dégradent pas et voilà quoi. Ok, merci. T'en prie. Bon, merci Hortal. Yaron, peut-être que tu veux intervenir. Alors j'avais une question, peut-être, alors je suis arrivé en retard, alors peut-être que j'ai pas… T'as tout raté. Je voulais savoir un peu les différents axes un peu de développement, ce que tu souhaiterais faire dans les prochains, en 2021 par exemple, pour ton association, comme différents projets. Je ne sais pas si tu en as déjà parlé, j'en ai entendu un petit peu, mais… Alors, sur les projets, très brièvement, parce que j'ai parlé un petit peu de ça, il y a notre comédie musicale qu'on va refaire. Et c'est une comédie musicale qui est très pédagogique parce qu'elle parle du coming out d'un jeune juif. Okay. Et c'est une expérience incroyable parce que tu vis avec lui le coming out et donc ça remplace tous les discours. C'est-à-dire que tu vis ça, tu comprends un peu, tu comprends toute cette histoire et tu comprends la difficulté de le faire. Et donc, en même temps, c'est pas chiant. Je dis que c'est pédagogique, mais c'est un super moment, c'est du spectacle, c'est du divertissement. Mais en même temps, ça prête à réfléchir. Donc ça, c'est pour ça qu'on veut la refaire. C'est une pièce très, très forte. Et ensuite, ça va être continuer le dialogue avec les rabbins, avec de toutes tendances, les consistoires, pour améliorer notre acceptation. Notamment, il y a aussi la question de la PMA qui se pose. Donc, tous ces sujets-là, voilà quoi. Et aussi un autre projet, ça sera de faire la fête à Tel Aviv pour la Pride, à Jérusalem aussi et à Paris.
Ça sera quand la fête à Tel Aviv ou à Jérusalem? Alors là, normalement, j'étais censé être à Tel Aviv et c'était normalement demain. Wow. J'ai un peu les nerfs là. Donc, avec nous à la place, c'est mieux. Comment? Ouais, bien sûr. Mais là, j'aurais pu prendre l'avion ce soir après, tu vois. Et donc, ça sera dans un an. Dans un an. C'est en juin, généralement. D'accord. Et c'est très sympa. C'est très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Alors, je sais que dans le monde hétéro, beaucoup décrit les prides. Parce qu'il y a des images qu'on voit, il y a des trucs. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont moyennes, qu'on peut voir au Pride, mais c'est une manifestation humaine, tu sais. Donc, comme dans toutes les manifestations qu'il y a toujours des gens qui débordent un peu. Et après, tu as aussi une majorité qui, elle, est dans l'axe, dans la ligne, quoi. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Ouais, pour avoir été déjà 2 fois à la Pride, c'est une très bonne ambiance. Tu été à laquelle? Il y a 2 ans. Mais à laquelle? À celle de Paris ou celle de Paris? D'accord. Ah bah, tu as vu notre char alors, peut-être, non? Tout à fait. D'accord. Donc, très sympa. Et de mon entreprise aussi, c'était assez drôle de voir toutes ces entreprises qui participent. Ah oui, c'est très subventionné. Ouais. C'est très. Ouais, il y a beaucoup de sponsors. Ouais. Il y avait même le char de la CGT. Tout à fait. Même le char de l'eau aussi, de l'eau de Paris. Ouais, il y a plein de compagnies. L'année dernière, on était à côté aussi du char Air France, qui était très très bien, qui était magnifique. Enfin, ouais. Bon, enfin là, maintenant, avec les difficultés qu'ils ont, je ne sais pas ce qu'ils feront l'année prochaine. Mais... ouais. Génial. Ouais. Si tu as encore 5 minutes, il y a eu une question dans le chat et une étudiante qui a envoyé une question rapide, là, je pense. Celle du chat, je ne sais pas si tu l'as vue, sur la bar mitzvah. Quelles sont les difficultés pour la bar mitzvah des enfants? Quels sont justement les retours reçus? Si l'enfant se voit refuser sa bar mitzvah, comment l'enfant le vit-il vis-à-vis du judaïsme et de la diversité des sexualités? Ton micro. Attends, on t'entend plus. Tu m'entends là? Ça y est. Tu m'entends? Ouais. Pour les bar mitzvahs, on n'a pas eu de souci. Enfin, le souci qui m'a été rapporté une fois, ça a été dans une synagogue consistoriale où, alors là, c'était un papa gay qui faisait la bar mitzvah de son fils et il y avait son compagnon à côté. Et le rabbin ne voulait pas laisser monter le papa à la théba, sous prétexte qu'il était gay. Donc là, il y a eu une énorme esclandre qui a été déclenchée et tout. Donc des fois, parce que vous savez, comme on serait gay, on serait forcément impur. Donc il y a eu ce genre de sujet. Mais ça ne concernait pas le fils en lui-même. Et ensuite, il est vrai que beaucoup de ceux que je connaisse qui vont fêter la bar mitzvah de leurs enfants, comme ils ne veulent pas se cacher, comme ils ne veulent pas mentir et, voilà, et ne pas se montrer tel quel, beaucoup vont la faire dans des synagogues libérales où il n'y aura aucun souci. Donc, j'ai rarement vu des bar mitzvahs dans des synagogues consistoriales de couples LGBT. Ou alors, j'en connais qui ne sont pas libéraux, qui sont consistoriaux, et là, ils vont aller faire, alors je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, ils vont faire une bar mitzvah cet été en Israël. Donc c'est peut-être plus simple, je ne sais pas. Peut-être que il y a moins de questions qui se posent, je ne sais pas. Dans un cadre à l'Afrique. Ouais, bien sûr. Orthodoxe. Ouais, sur le mur et tout. Mais ça demande, tu vois, ça demande de l'ingéniosité, de la créativité, quoi. Un peu. Ouais. C'est ça qui est dommage. Ouais, de ne pas être dans le circuit le plus simple, quoi. Ouais, exactement. Alors la deuxième question donc, qui a été envoyée en amont, c'est pour remettre un peu les femmes dans la conversation. Bien Comment sûr. expliquer la sous-représentation des lesbiennes au Beth Haverim?
Est-ce que c'est un fait déjà? Est-ce que c'est un fait que tu Est-ce que c'est une question d'une membre du Betraverim, là? Je crois pas, mais peut-être sympathisante. Je suis pas sûre, à vrai dire. Il n'y a pas, il y a pas de, je dirais pas qu'il y ait une sous-représentation des filles. Les filles sont peut-être, ouais, enfin. Alors, nous, on a un groupe filles au Betraverim. Et donc, c'est un groupe filles qui se réunit tous les mois. Après, on a peut-être juste on a peut-être moins de filles, effectivement, mais on a beaucoup d'activités mixtes pour les recevoir et tout. Et après, on a parfois le fait que, justement, et dans notre conseil d'administration, pardon, actuellement, on a 3 filles sur 7 membres. Donc, on est presque à la parité, là. Donc, je tiens beaucoup à cette représentativité et tout ça. Par contre, cette année, on n'a pas de personne trans. Tu vois, j'aurais aimé qu'il y ait une personne trans dans notre conseil d'administration. Le Betraverim, c'est un peu l'association de tous les membres. C'est-à-dire que nous, on donne les moyens dès que les membres aussi veulent faire quelque chose et tout ça. Donc, on donne les moyens aux filles dès qu'elles veulent faire quelque chose et tout. Après, il peut y avoir des années où il y aura eu des petites histoires et tout ça, et donc ça va être un peu plus bas. Et une autre année où ça va reprendre parce qu'on va une personne qui va arriver, qui va mettre son dynamisme et tout ça. Donc c'est très fluctuant. Très bien. Ouais. Bah, du coup, merci beaucoup, merci infiniment Alain pour cette super séance. Donc ça nous a permis à nous d'avoir un autre regard sur l'homosexualité juive. Hein. Comment est-ce que vous vivez votre vie au quotidien, comment est-ce que vous intégrez à la communauté juive et surtout qu'est-ce que vous nous préparez comme événement à venir. Voilà. Donc du coup, merci infiniment pour cette intervention. Avec grand plaisir. Et à très bientôt à Yala. Hein. Ça marche, ouais. Bonnes vacances à tous. Nous, on attend que ça. Neshicote, et merci pour votre invitation surtout. Merci beaucoup. Merci Alain. Au revoir. Salut. Au revoir.